Bonjour Lyon. Alors vous allez assister aujourd'hui à une première mondiale en Mondovision, la première conférence au monde sur le topinambour dans une conférence technologique. Et vous allez voir, il y a de la technologie, j'en ai caché là sous le drap là. Alors vous pouvez vous demander peut-être un petit peu qui je suis et qu'est-ce que je fous là et pourquoi je vais vous parler de ces sujets-là. Alors d'abord qui je suis, ça va apparaître dans les slides si la régie veut bien les envoyer. Je suis une sorte de couteau suisse de l'innovation, je fais plein de choses. Et donc j'ai inventé un nouveau format, on appelle ça le format Idriss Aberkan du CV. C'est un format où on aligne tout ce qu'on a fait dans la vie. Donc je fais plein de choses, j'écris des bouquins, j'ai un blog, je fais de la photo, j'accompagne des startups, j'expertise des startups pour des investisseurs. Et à partir d'aujourd'hui, je suis un expert du topinambour. Alors d'où vient l'idée? En fait, l'idée, elle vient d'un repas au mois d'avril ou au mois de mai avec des amis entrepreneurs. Et on s'est dit que l'élection présidentielle allait être particulièrement ennuyeuse parce qu'on allait retrouver tout un tas de lobbies qui allaient finalement essayer d'influencer les candidats, de droite comme de gauche, pour faire passer leur message. Alors il y aura évidemment des lobbies du numérique, des lobbies de l'agriculture, des lobbies dans tous les domaines, et je me suis dit, mais pourquoi pas le lobby de topinambour? Le problème, c'est qu'ils ont trouvé ça très intéressant, et on a brodé à partir de là, et d'où cette présentation, qui est en fait du grand n'importe quoi. D'ailleurs, je ne veux pas dire, mais dans la salle, là, je voudrais savoir qui vous êtes. Alors, qui, par exemple, est entrepreneur? Levez le doigt, ceux qui sont entrepreneurs. OK, je vois un peu les doigts. Qui est salarié d'une organisation publique ou privée? Levez les doigts. Ben, c'est la majorité. Alors, je pense que vous êtes très mal quand même. Hein. Vous êtes vraiment très mal parce que demain, votre chef, un homme ou une femme, il va vous dire « Mais qu'est-ce que tu foutais à cette conférence d'électroménager qui s'appelle, Blend Thermomix et avec un truc sur le topinambour qui est un légume, mais qu'est-ce que tu foutais là-dedans? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu passes une après-midi dans une conférence, il faut justifier ton temps. Donc là, les cocos, là, ceux qui êtes salariés, les entrepreneurs, c'est pas grave. Si vous êtes auto-entrepreneur pour faire les comptes et perdre votre temps, personne ne vous embêtera. Mais alors, les salariés, ça ne sera pas évident. Alors, maintenant, on va essayer de voir le lien avec le sujet. Premier point, dans toute bonne conférence, il y a un hashtag. Donc, hashtag topinambour. Donc je compte sur vous pour faire de cette conférence la trending topic, comme on dit, en France ou même dans le monde. Vous pouvez l'associer au hashtag de l'événement, évidemment. Ça vous prend déjà une trentaine de caractères. Désolé, il vous en reste plus que 110 pour raconter des choses intéressantes sur le topinambour. Mais quand même, allez-y. Et Olivez, c'est mon Twitter ID. Alors, pourquoi je vais vous parler du topinambour? Parce qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe dans le domaine du numérique, qu'est-ce qu'on constate régulièrement? C'est qu'on est abreuvé de tendances technologiques, et d'ailleurs, à tel point qu'on s'y perd un peu. Est-ce que le blockchain est plus important que l'IoT? Est-ce que la conduite automatique est plus importante que la génomique? Est-ce que l'intelligence artificielle va supprimer les emplois tout de suite, maintenant, demain? Est-ce que la réalité virtuelle fait que finalement on ne se verra plus IRL dans la vraie vie? Est-ce que l'impression 3D va nous permettre d'imprimer des objets à la maison? Est-ce qu'on va tous avoir une montre connectée? On se pose tous les jours ce genre de questions parce qu'on est abreuvé de ce genre de tendances. Mais bon, c'est juste des tendances connues aujourd'hui. Il y en a d'autres. Autre question, c'est... Nous sommes tout petits, nous, la Terre. La Terre, vous savez que c'est une petite planète autour d'un soleil. Il y a 40 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, donc ce qui nous rend déjà relativement seuls dans la Voie lactée. La première étoile, vous savez, je crois que c'est Alpha ou du Centaure, qui doit être à 4,5 années-lumière de chez nous. Il faudrait plusieurs dizaines d'années pour y aller à une vitesse proche de la lumière. C'est déjà très très loin, on pense qu'il y a des exoplanètes par là, mais ça, c'est juste notre galaxie. Et il semblerait qu'il y ait 2 trillions de galaxies comme la Voie lactée dans l'univers. L'univers visible. Donc, si ça se trouve, il y a peut-être d'autres planètes dans l'univers où le topinambour fait partie de la vie de tous les jours et a un impact sur toutes les industries. Alors, j'en veux pour preuve qu'il existe une théorie qu'on appelle les multiverses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un multiverse? Un multiverse dans l'astronomie, ça peut être aussi bien le concept de l'univers visible qui est en fait dans une bulle, et cette bulle qui fait partie d'autres bulles qui sont les unes à côté des autres. Alors le problème, c'est que c'est tellement loin qu'on ne saura jamais que ça existe, mais il y a des théories qui sont bâties là-dessus. Et puis il y a une autre théorie des multiverses, sur laquelle je m'appuie pour créer un fondement scientifique à ma présentation, c'est qu'en fait, il peut y avoir des multiverses parallèles. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans un état donné de la Terre, mais il y a plein d'états parallèles, certains pourraient s'appuyer sur la mécanique quantique pour prouver que c'est possible, qui sont des états avec des petites variations. Donc pourquoi pas une variation où le topinambour est finalement un composant fondamental de notre société.
mais vous allez voir, c'est pas si déconnant que ça, en fait. Et donc, on va supposer qu'on est dans cet univers parallèle, et je vais vous raconter ce qui se passe dans cet univers. Alors, dans cet univers, donc, le topinambour est devenu, par la force des choses, et grâce aux innovations scientifiques que nous allons détailler, une disruption, mais alors absolument incroyable, qui change tout. La santé, l'alimentation, l'énergie, qui résout les problèmes des énergies intermittentes venant du soleil, l'agroalimentaire est transformé, les objets connectés se développent à un rythme absolument incroyable, tout ça grâce au topinambour. C'est quand même énorme, quoi. Et c'est possible. En fait, c'est possible. Alors déjà, c'est quoi le topinambour? Qui connaît le topinambour? Qui a déjà mangé du topinambour? Ah, quand même, hein. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Donc, je vais vous dévoiler du topinambour. Alors, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, la saison du topinambour vient d'ouvrir. Parce que c'est un légume d'hiver. Donc, en fait, dans les magasins, on n'en trouve pas jusqu'au mois d'octobre. Et la première semaine où on en trouve, en fait, c'est la première semaine de novembre. Donc, j'ai réussi à acheter 1 kilo de topinambour, que voici. La caméra peut-elle faire un zoom là-dessus? Donc, à topinambour, ils ont des formes bizarres. Il y a celle-là, il y a celle-là. C'est une racine, hein, c'est ce qu'on appelle un rhizome. C'est une racine. En haut, il y a des fleurs, et il y a surtout des feuilles vertes qui captent l'énergie du soleil. Et donc, en fait, ça, c'est un petit réservoir d'alimentation et d'énergie. Il a 3 noms, le topinambour. Il s'appelle topinambour dans le langage français courant. Le terme latin, c'est donc Helianthus tuberosus. Et en américain, on appelle ça le Jerusalem artichoke. Ce qui lui donne un petit côté biblique sympathique. On peut éventuellement raccommoder ça à la vie de Jésus-Christ ou même à l'Ancien Testament. Jérusalem est une ville très compliquée, notamment au niveau de l'UNESCO en ce moment. Donc ça peut aussi avoir des liens avec des questions géopolitiques. Et c'est intéressant. Alors le topinambour, il a une caractéristique, c'est qu'on peut le faire pousser un peu partout en Europe. Il suffit d'avoir un sol relativement humide. Donc là, c'est un seau d'eau, vous voyez. Donc, il supporte l'humidité, bon, c'est normal, il va sous la terre, donc je me suis un peu mouillé là. Mais ça servira à l'eau, vous allez voir. D'ailleurs, pour les questions-réponses, j'utilise le seau d'eau maintenant dans toutes mes conférences. Donc si jamais j'ai une question un peu trop agressive, j'ai de quoi me défendre, et je peux balancer de la flotte sur le mec qui me pose des questions. Donc maintenant, partout où je vais aller, j'aurai un seau d'eau pour les conférences. Et donc, ça se mange, ce truc-là. Alors j'ai découvert qu'il y avait une recette lyonnaise de topinambour. La recette lyonnaise, c'est le saucisson lyonnais au topinambour. Donc en fait, c'est les saucisses lyonnaises coupées en rondelles. En fait, on fait une purée de topinambour, on met ça à côté, il paraît que c'est très bon. J'en ai jamais mangé, mais vous pouvez trouver la recette sur YouTube et sur les bons sites, Marmiton et compagnie. Alors là où le topinambour est intéressant, c'est que c'est à la fois un outil qui permet d'améliorer notre alimentation, et je vous expliquerai pourquoi, et en même temps, c'est aussi une source d'énergie. Parce que vous savez que les plantes, elles captent de l'énergie du soleil. Quand on fait de l'essence à partir du colza, c'est le colza qui a capté l'énergie du soleil, et puis après, on a des processus chimiques qui permettent de transformer ça en éthanol, et il se trouve qu'on peut faire la même chose avec le topinambour. Alors, les secrets du topinambour, d'un point de vue chimique, et ce que je vous raconte là, c'est pas des bêtises, c'est vraiment le cas, quoi. Dans le topinambour, il y a plein de choses, il y a du fer, du potassium, plein de vitamines, très important les vitamines, hein. Vitamine C, donc ça évite le scorbut, hein, pour ceux qui ne mangent pas de fruits et qui mangent que du McDo toute la journée. Bon, ça peut éviter les problèmes qu'on a chez les marins. Les vitamines, alors B1, B2, B3, B5, B6, j'ai aucune idée de à quoi ça sert, mais en fait, c'est intéressant de mettre dans les slides, et donc je l'ai mis. Et surtout, il y a une molécule absolument extraordinaire qui s'appelle l'inuline. Vous connaissiez l'inuline ? Il ne faut pas déconner, moi je ne la connaissais pas il y a 3 mois. Donc cette molécule, c'est en fait c'est une molécule qui rassemble 3 fructoses, en fait. C'est 3 molécules de sucre, en gros, qui sont combinées les unes avec les autres, avec une liaison oxygène. Vous voyez bien la liaison oxygène qui est entre chacune des hexagones, là, ou des pentagones, d'ailleurs, il y a les deux. Chacune de ces molécules-là, en fait, c'est une molécule de sucre, donc qui capte beaucoup d'énergie venant du soleil. Et on verra après à quoi ça sert. Alors, le topinambour, il y a déjà une industrie autour de lui. Alors, par exemple, vous pouvez acheter de la poudre de topinambour biologique, hein, si vous avez des sites spécialisés pour ça. Je ne sais pas à quoi ça sert, ça se trouve dans les bons magasins bio, mais en fait, ça existe. Hein. Il y a quand même des gens qui ont développé un tout petit business autour de ça. Maintenant, on va voir comment ce business va grandir. Parce qu'aujourd'hui, le business de topinambour est tout à fait ridiculissime, mais il a un potentiel de croissance qui est absolument incroyable, que je vais vous exposer. Alors, le potentiel de croissance du topinambour, il est situé notamment dans l'univers de l'énergie. Vous connaissez les panneaux solaires, bon. Vous connaissez les éoliennes. Ça, c'est une éolienne à Rivesaltes, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, ces éoliennes et ces panneaux solaires, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont capables de capter de l'énergie. Ça ne coûte pas très cher, une fois qu'on les a installés, mais l'énergie est extrêmement intermittente.
Donc, tous ces gens, écologistes ou pas, qui vous disent qu'on va passer aux énergies renouvelables, dont le solaire et l'éolien, ils oublient souvent qu'il faut être capable d'avoir à côté des sources d'énergie stockables qu'on va pouvoir utiliser la nuit par rapport au soleil, ou quand il n'y a pas de vent, et utiliser quand il y a des trous de production, même avec un grid, de ces énergies renouvelables. Et donc, il faut trouver des moyens de stocker l'énergie. Alors, il y a un moyen classique qui est d'utiliser des barrages, de faire remonter l'eau dans des barrages, c'est un peu lourd, un peu compliqué, puis il y a de la déperdition. Il y a des moyens qui consistent aussi à utiliser une autre forme d'énergie solaire, qui sont justement les plantes. Les plantes, c'est de l'énergie solaire, en fait. Et donc, on peut utiliser cette fameuse molécule de l'inuline et la faire passer au travers d'une moulinette chimique qui consiste d'abord avec des enzymes à la couper en rondelles, avec des petits ciseaux, là, vous voyez, ça la coupe en trois, ça crée du glucose. Et ce glucose, après, avec des levures OGM, il faut qu'elles soient un petit peu bidouillées, on est capable de transformer en éthanol. Alors l'éthanol, c'est une source d'énergie stockable liquide, qui peut d'ailleurs servir à remplir les moteurs de voitures ou de bus, et donc qui remplace l'essence de manière assez courante. Alors, le problème, c'est que ça génère encore du CO2 quand on le brûle, mais au moins, on le produit avec de l'énergie solaire derrière. L'intérêt de l'inuline, c'est qu'on peut aussi la transformer avec des bactéries de fermentation directement en méthane. Bon, d'ailleurs, c'est ce qui se passe si vous en mangez. Si vous en mangez, il se trouve que ce n'est pas un glucide qui est assimilé par votre système du métabolisme des glucides dans votre estomac, c'est en fait transformé directement en méthane. Ça veut dire que vous avez pété en fait quand vous avez mangé du topinambour. Donc, bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas en manger trop, il faut le manger avec de la pomme de terre éventuellement, il ne faut pas le manger de manière isolée. Mais par contre, si on veut en faire du méthane, c'est très pratique, on utilise des bactéries, paf, ça fait péter la molécule et ça transforme en méthane. Et le méthane, c'est une énergie stockable gazeuse, donc on peut l'utiliser dans d'autres circonstances que les énergies stockées de manière liquide. Tout ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est possible de le faire, techniquement parlant. Bon, le problème, c'est que c'est un peu chiant de planter du topinambour, mais c'est tout à fait possible. Alors, le topinambour, il a pas mal d'avantages. Il a une capacité à avoir une densité énergétique qui est très forte, et en même temps, il a un excellent rapport qualité-prix, parce qu'en fait, on peut le planter un peu n'importe où, il pousse tout seul. En plus, il n'y a même pas besoin de mettre des insecticides, de mettre de l'azote, comme on le fait avec certaines plantes cultivées de manière non traditionnelle, non biologique. Et volontairement, j'ai mis des choux et des carottes dans ce schéma. Ça rappelle le cadran magique de Gartner, vous connaissez très bien. Quand vous êtes une start-up, vous dites, moi je suis en haut à droite, puis les autres, ils sont ailleurs. Ben, c'est vrai que la carotte, elle n'est pas chère, mais alors elle ne stocke pas beaucoup d'énergie, la carotte, par rapport au topinambour au kilo. Alors le chou, alors lui, il n'a ni énergie, et en plus, il coûte un peu plus cher, et c'est moins intéressant, donc je l'ai mis là. Alors j'ai surtout mis la patate, parce que la patate, c'est le principal concurrent du topinambour. Parce que la patate, c'est aussi une réserve de glucides par l'amidon, et donc il y a une concurrence qui est en train de se produire, qui est un peu l'équivalent des taxis et de Uber, si vous voulez. Donc vous avez la patate, c'est les taxis, et le topinambour, c'est Uber qui arrive et qui déstabilise le marché. Donc on appelle ça la topinambourisation du marché. Et donc, d'ailleurs, le Gartner, vous connaissez le cycle du Gartner, vous savez, ils mettent les technologies. Donc le topinambour, en fait, il est en bas de la vallée des larmes. Il a une caractéristique, le topinambour, c'est que le topinambour, il a généré un effet quantique. On appelle ça l'effet tunnel. En fait, avant, il était en bas à gauche, et il est passé directement du côté de la vallée des larmes. Il a zappé tous les autres devant, il est passé devant tout le monde, là, grâce à un effet quantique. Donc c'est ça la mécanique quantique, on peut passer comme ça d'un état à un autre, et c'est brutal, ça surprend les gens, c'est dur à comprendre, mais c'est ce qui est en train de se passer. Et alors, il se trouve que quand on veut expliquer l'évolution des technologies, il faut s'appuyer sur des courbes. Ça fait très sérieux d'avoir des courbes, et il y a beaucoup de courbes comme ça qui sont utilisées dans l'industrie aujourd'hui. Quand on vous explique par exemple l'évolution de la puissance des processeurs, vous connaissez la loi de Moore, quand on vous explique l'évolution du coût de production de tel truc ou tel machin, quand on vous explique justement la baisse du coût des productions des panneaux solaires, ça c'est souvent des exponentielles. Donc là vous avez une courbe, alors il y a avant, après, pendant, on ne sait pas trop quelles sont les dates, et puis en Y vous avez la production en kilotonnes par unité de temps. L'unité de temps, je vous laisse à deviner, on s'en fout. Et donc en gros les patates aujourd'hui, il y a une production qui croît, mais en gros la croissance de production des patates dans le monde, elle suit à peu près l'évolution du PIB. Alors en ce moment, c'est pas génial. Donc la patate, ça évolue pas beaucoup, quoi. Donc la patate, elle bouge pas trop. C'est un peu comme les taxis. Alors le topinambour, lui, alors, il est complètement invisible sur le marché. Moi, j'en ai trouvé à Auchan en faisant mes courses, mais c'est dans un tout petit rayon. Il y en a à peine un demi-mètre carré dans le rayon. À côté, il y a un énorme rayon de patates, quoi. Donc on le voit pas. Donc il est au début de la courbe, il est en bas. Et puis on est encore en bas. Mais comme la production est en train de doubler tous les 2 ans,
comme la loi de Moore, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que petit à petit, cette production, elle va complètement bouffer la patate. Et à bout d'un certain temps, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous allez avoir, en fait, d'abord un principe, ça s'appelle l'exponentielle du topinambour. Et d'ailleurs, il y a une loi, ça s'appelle la conjecture de Topinambour. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes là, la patate, elle a la patate. Elle est contente, la patate. Elle est 100 fois au-dessus du topinambour. Ça ne la gêne pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand ça commence à monter, là, elle commence à s'inquiéter. Vous imaginez, là, la patate, elle voit le topinambour qui arrive. En plus, il est détaxé, il n'y a pas de charge sociale dessus. Les gens peuvent en cultiver chez eux sur leur balcon. Donc, c'est un vrai drame pour la patate. Donc, à partir de là, et surtout quand on arrive en phase 3, alors la patate, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir un consultant en transformation digitale, et puis elle demande au gars, mais alors, qu'est-ce que vous faites pour moi? Alors, le mec, il lui dit, baratine, vous allez pouvoir vous moderniser, faire des réseaux sociaux, une application, de la relation client, tout ça, tout ça. Mais en fait, c'est trop tard. Parce que l'exponentielle, elle a déjà pété la gueule à la patate, et il fallait se bouger avant. Il fallait se bouger en 1, voire même avant le 1. Et vous allez dire, ouais, mais son slide, là, c'est n'importe quoi, il déconne. Non, c'est un slide qui existe vraiment, ça s'est vu dans une conférence qui était à Paris il y a 1 an. Vous avez le progrès technologique exponentiel et non linéaire. La loi de Moore s'applique à tout. C'est un vrai slide d'une vraie conférence. Vous ne savez pas ce qu'il y a en X, vous ne savez pas ce qu'il y a en Y, et à un moment donné, il y a une disruption. Donc ça, c'est le truc ultime pour faire peur à tout le monde. Vous dites qu'il va se passer quelque chose à la zone rouge, et sauf qu'une exponentielle, quel que soit le point de départ où vous l'observez, c'est toujours une exponentielle. Que vous soyez à un niveau X ou Y, vous ne savez pas. Alors la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, ce croisement entre une courbe linéaire et une courbe exponentielle? On ne sait pas ce qui croise qui, là. Donc ça, c'est une conférence classique, c'est tendance numéro 1 au Web Institute, c'est des copains qui l'organisent d'ailleurs, c'est Emmanuel Vivier qui fait ça. C'est très sympa, mais en fait, on ne sait pas à quoi ça correspond, parce que ça correspond à tout. Donc le topinambour, pourquoi pas lui aussi, quoi, en fait, finalement. Alors, en fait, il y a des réactions des lobbies existants. Est-ce que vous connaissiez le syndicat Europatate? C'est un syndicat qui existe vraiment. C'est le syndicat européen des producteurs de patates. Alors je peux vous dire qu'eux, ils font du lobbying à Bruxelles. Ils sont en train d'essayer de ralentir la production du topinambour pour éviter ce fameux croisement. Donc ils vont essayer de surcharger en taxes les gens qui produisent du topinambour. Ils vont essayer de mettre des règles d'hygiène, des règles de sécurité pour éviter que le topinambour casse la patate, et dépasse la patate. Mais il y en a d'autres. Il y a le syndicat de l'amidon. Starch Europe, starch ça veut dire amidon en anglais. Donc rebelote, un autre syndicat qui se bat parce que l'amidon venant des patates ou du maïs est concurrencé par cette fameuse inuline qu'on peut transformer en énergie, donc ça pose un vrai problème à l'industrie. Vous avez l'équivalent en France, vous avez les champs de l'amidon. C'est joli comme nom de syndicat, ça fait plus joli que Syntec ou un truc équivalent. Donc ça, c'est le syndicat des producteurs d'amidon en France. D'ailleurs, ils ont un concurrent qui s'appelle Usipa, toute l'énergie de l'amidon. Donc là, on retrouve un phénomène qui est assez voisin du numérique, c'est-à-dire que vous avez plein de concurrence entre les syndicats qui se battent et qui font tous du lobbying pour éviter qu'ils se fassent dépasser par de nouveaux arrivants sur le marché. Et dans l'industrie, il y a le syndicat des taxis qui s'est battu, vous avez vu, face à Uber. C'est exactement le même phénomène qui se produit dans d'autres industries. Alors, maintenant, je vais vous parler du futur du topinambour, parce que là, c'est le présent. Et il y a tout un ensemble de technologies absolument radicales qui vont créer cette courbe exponentielle et qui vont changer la donne. Alors on va passer un petit peu sur la génomique. Vous connaissez la génomique, c'est tout ce qui tourne autour de l'ADN. On a fait d'énormes progrès récemment dans la compréhension de l'ADN, notamment humain. On est capable de séquencer l'ADN, on fait ça depuis une quinzaine d'années, maintenant on fait ça pour moins de $1000. Il y a 25 000 gènes dans l'ADN humain, et le premier séquençage avait coûté les yeux de la tête, c'était de l'ordre de 1 à 2 milliards de dollars il y a 15 ans, et maintenant on le fait pour pas cher. Il se trouve que dans le même temps, il y a des laboratoires, notamment en Russie, qui ont séquencé l'ADN du topinambour. Alors, il a une caractéristique, ce topinambour, c'est qu'il a plus de gènes et il a plus de bases d'ADN que l'ADN humain. Et donc, ils ont lancé le Topi Genome Project pour séquencer intégralement l'ADN du topinambour. Alors, les mecs sont un peu timbrés, mais bon, il y a plein de gens timbrés dans l'industrie et dans la recherche, donc c'est normal qu'il y en ait qui s'intéressent à ce sujet-là. Alors, comment ils font ? À partir de là, ils ont séquencé l'ADN. Ils utilisent une technologie dont on parle beaucoup, qui est le TopiCrism Cas9. C'est une technologie qui permet de découper avec des petits ciseaux l'ADN à des endroits précis pour modifier des gènes existants dans une plante ou même dans l'ADN humain. Et avec cette technologie-là, on est capable de prendre, en fait, dans le topinambour, les gènes qui produisent la fameuse inuline, multiplier ces gènes pour qu'ils produisent plus d'énergie et qu'ils captent plus d'énergie du soleil, et en plus pour le rendre non polluant.
et pour en plus réduire sa consommation d'eau. Donc on optimise le processus. Vous allez dire, ouais, il a encore fumé la moquette et tout. Non, non, j'ai trouvé ça. Ça s'appelle l'optimisation du pathway C4. C'est le chemin du métabolisme de création du glucose qui fonctionne dans les plantes, et ça se trouve dans la littérature technique sur Internet. Et vous avez même, j'ai trouvé un article, Genome Biology, Comparative Genomic Analysis of C4 Photosynthetic Pathway. Et donc, c'est cette technique-là qui peut être utilisée pour optimiser la production d'inuline dans le topinambour. Alors, grâce à ça, on peut faire du nanotopinambour et du topinambour géant. Alors là, on fait de la géopolitique. Les Japonais, ils n'ont pas beaucoup de territoire, ils n'ont pas beaucoup de place, et donc ils ont inventé le nanotopinambour pour en planter un peu partout dans les montagnes. Alors les Américains, eux, ils ont d'autres idées derrière la tête, mais parfois c'est aussi pour mieux occuper leur territoire. Ils ont aussi des territoires qui sont assez arides aux États-Unis, notamment les déserts autour du Colorado. Il y a des déserts, les Appalaches aussi de l'autre côté. Et donc, ils ont des terrains qui seraient propices à l'utilisation du topinambour nano. Alors, les Russes, par contre, eux, ils ont un autre bénéfice, c'est que, vous savez, grâce au réchauffement climatique, ou à cause du réchauffement climatique, la Sibérie est en train de fondre. Alors, doucement, mais la toundra est en train de fondre. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des terres arables qui vont apparaître dans cette zone-là, dans l'immense territoire de la Sibérie. Et donc, ils ont imaginé utiliser le topinambour géant pour aller coloniser en fait, ces zones-là et produire de l'énergie à moindre coût. Bon, je n'ai pas été vérifié s'il y avait du soleil, mais bon, en tout cas, ils vont produire du topinambour géant là-dedans, et ça permettra d'avoir de l'énergie. Et c'est très important pour les Russes, parce que vous savez, d'ici 50 ans, ils n'auront plus de pétrole. Et comme aujourd'hui, la moitié des exportations russes viennent du pétrole, bah, il faut remplacer ça par autre chose. Sinon, Poutine, quand il en sera à son 14e mandat en Russie, il aura des problèmes. Donc il faut absolument qu'il prévoie le futur de l'après-pétrole, et le topinambour est probablement une solution. Alors vous connaissez peut-être Jeremy Rifkin. Hein. Jeremy Rifkin, lui, c'est quelqu'un qui prédit qu'à terme, nous allons produire tout chez nous. Dans ce bouquin qu'il a lancé, je crois, il y a une année environ, il y a un an, il prévoyait que tout le monde produirait chez soi son propre maïs, sa propre énergie solaire avec des panneaux photovoltaïques, que grâce à ça, on utiliserait le maïs pour produire son propre plastique, du PLA ou de l'ABS, pour ceux qui connaissent l'impression 3D, et avec l'impression 3D, on produirait chez nous nos propres produits. Donc, nos produits, notre alimentation, notre énergie, tout ça, de manière entièrement autonome. C'est ce que prévoit Jeremy Rifkin. Conséquence, fin du capitalisme. Bon, c'est un peu énorme, hein, vous savez, parce que quand il dit ça, il oublie que les panneaux, il faut les fabriquer, il oublie qu'il faut les payer, qu'il faut emprunter pour les payer, donc il faut des banques. Il oublie quelques mécanismes qui passent quand même par le capitalisme pour que ça puisse fonctionner. Donc il a prédit aussi que nous produirons notre propre énergie stockable, contrairement au soleil, grâce au topinambour qui est plus efficace que le maïs. Bon, il y a un petit détail, c'est que la moitié des gens habitent en ville. Donc en fait, les gens qui habitent en ville ne peuvent pas mettre des panneaux solaires sur le toit de leur immeuble. En tout cas, il n'y a pas assez de surface disponible pour faire de l'énergie. Donc on est bien obligé de trouver un autre moyen. Donc en fait, à cause des villes, et je crois que les prédictions sont que dans à peu près une vingtaine, une trentaine d'années, on aura près de 2/3, si ce n'est pas les 3/4 de la population mondiale, qui vivra dans des villes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura encore une asymétrie économique qui sera extrêmement forte entre d'un côté les gens qui vivent dans les villes et les gens qui ont du terrain dans les campagnes, qui produiront de l'énergie, de l'alimentation et qui alimenteront les gens dans les villes et qui, eux, feront du service, des loisirs, de la culture et d'autres métiers plus classiques. Et donc, il y aura toujours cette dualité entre les deux. Et le topinambour, bah, on en produira en fait à la fois dans les campagnes, dans des endroits aussi bizarres que possible, et on en produira éventuellement aussi chez soi, mais on n'aura pas la même surface disponible que dans les champs hors des villes. Donc l'équilibre ne changera pas énormément du fait du topinambour entre les villes et les campagnes. Alors maintenant, je vais vous parler d'un sujet un peu plus technique, parce que là, je vous ai baratiné des trucs un petit peu trop biologiques. Le topinambour connecté. Vous connaissez les prédictions. Hein, 2020, Cisco nous a prédit il y a 3-4 ans qu'il y aurait 50 milliards d'objets connectés dans la nature. Ben moi, je dis chicken. Pourquoi? Parce qu'on va faire des topinambours connectés. Donc imaginez des champs de topinambours connectés, il y aura des milliards et des milliards de topinambours connectés. Alors le problème, c'est que c'est compliqué de mettre un topinambour connecté, de le construire. Alors il faut savoir que les travaux ont démarré en 98. Donc en 98, les premières expériences de topinambours connectés ressemblaient à ça. Donc je ne sais pas si la caméra va pouvoir zoomer dessus. Donc voilà un topinambour connecté de 98. Donc là, vous avez une carte d'un PC, vous avez un Pentium 2, là, ventilé. Je ne l'ai pas branché, mais c'est pas grave. Et derrière, vous avez une prise USB. Et alors, ce qui est embêtant, c'est qu'un PC de l'époque, il faut bien comprendre que pour le connecter, il fallait mettre une carte Ethernet dessus. Il n'y avait pas la prise Ethernet directement dans la carte mère. Donc, on était obligé de mettre une carte dessus. Donc là, j'ai mis exprès
la carte Ethernet sur le board du PC. Et donc là, j'ai un topinambour connecté, juste avec 2 fils, USB, et le PC, il mesurait tout, il mesurait la température, la pression, l'alimentation, l'humidité, et il est capable de suivre vraiment avec précision l'évolution du topinambour, pour l'arroser quand il faut l'arroser, pour le protéger, pour éventuellement peut-être utiliser des traitements sur certaines maladies. Alors, je vais enlever avec délicatesse la prise USB. J'ai du mal, hein. C'était dur à l'époque. Et voilà mon topinambour connecté avec la prise USB. Alors ça, c'est un peu lourd, c'est un peu embarrassant. Et c'est de la merde, donc je le balance. Hop. Donc maintenant, on va passer à la version moderne. La version moderne, c'est la version suivante, c'est le kit Raspberry Pi. Donc j'en ai un là. Donc là, j'ai une boîte Raspberry Pi. C'est ça les Fab Labs, hein. On peut faire des trucs extraordinaires dans les Fab Labs. Donc la prise USB, elle marche aussi, vous la mettez là, paf. Et là, vous avez le topinambour connecté de 2016. Donc c'est quand même plus élégant, ça prend moins de place. Mais ça, c'est pour faire du prototypage. Donc moi, je me suis dit, OK, mais bon, ça prend de la place encore, il faudrait un peu aller plus loin, quoi. Donc étape suivante, c'est le kit Arduino Pro Mini. Et là, ça commence à être raisonnable. Là, le kit est plus petit que le topinambour. Donc vous avez déjà un ordre de grandeur qui commence à être sympa. Vous pouvez le plier. Voilà. Donc là, c'est sympa. En plus, il est waterproof. Ouais, topinambour, il est waterproof. Grâce à ça. Et il marche encore, enfin, peut-être. Donc, j'ai pas de batterie pour l'instant. C'est un prototype, hein, c'est comme les startups d'objets connectés. Et en fait, je suis en train de faire une levée de fonds sur Kickstarter pour le topinambour connecté. Et donc, on va voir. Mais en fait, c'est pas suffisant comme progrès, ça. C'est pas suffisant. Si on veut faire un topinambour connecté, il faut être plus ambitieux que ça. Il faut miniaturiser encore plus. Et là, il faut passer à ce qu'on appelle le Smart Dust. Est-ce que vous connaissez le Smart Dust? Le Smart Dust, c'est un concept qui a été découvert par Nathalie Kosciusko-Morizet. En fait, j'étais avec elle dans un voyage au Japon en 2009. C'est une vraie photo que j'ai prise moi-même au Japon. Et là, on est dans un laboratoire de recherche de Tokyo, l'université de Tokyo. Et elle est un peu perplexe parce qu'il y a un mec de Tokyo qui lui présente ça. En fait, c'était un prototype de nano-composant qui tient, vous voyez, sur le bout d'une tête d'épingle. Et j'en ai apporté. Voilà, j'en ai là. Donc, voilà les nanos, ce qu'on appelle les Smart Dust. Alors, pour l'instant, pour les besoins de l'expérience, c'est juste du sable. Hein. Mais en fait, mais je vous fais rêver. Chaque grain, c'est l'équivalent de ce que je vous ai montré avant. L'équivalent du Pentium 2, l'équivalent... C'est la loi de Moore, vous savez, l'exponentielle. C'est l'équivalent de ce qui est là, l'équivalent de ce qui est dans le petit composant là. Et le sable, je le mets dans l'eau. Donc, si je veux faire du topinambour connecté, j'ai que juste à arroser mon topinambour avec ça. Et tous les grains de sable, ils vont mesurer ce qui se passe sur le champ de topinambour. Et alors, je ne dis pas le big data qu'il faut derrière. Putain, parce que il faut récupérer toutes les datas, il faut les envoyer dans le cloud. Alors, imaginez, je ne sais pas, ça marche en 2 gigaoctets Hz, enfin, je ne sais pas quelle fréquence ça utilise. Alors, en fait, aujourd'hui, il y a un truc très important et très à la mode, c'est pour les objets connectés, c'est les réseaux M2M. Donc les réseaux M2M, je ne sais pas si c'est mon slide suivant, voilà, c'est Sigfox en fait, qui propose ça. Donc en fait, Ludovic Lemohan, qui a créé Sigfox, lui, son ambition réelle, c'est de connecter tous les topinambours du monde. Imaginez, chacun de ces petits grains de sable, il contient un émetteur Sigfox qui renvoie dans le cloud quelque part toutes les infos. Et là, il y a un énorme tableau de bord, genre NSA, où on voit tous les topinambours du monde et on sait prévoir combien de production on aura, quelle énergie on va générer. C'est ça la magie du cloud, la magie du big data. Et puis on va rajouter un peu d'intelligence artificielle pour améliorer la compréhension qu'on a des données, pour comprendre ce qui se passe dans la Terre. Et donc ça sera merveilleux, ça, fondamentalement. On va changer le monde grâce au topinambour et au topinambour connecté. Et d'ailleurs, il y a une boîte qui s'appelle Topinamo, qui fait une carte interactive du topinambour. Donc en fait, ils ont déjà des capteurs. Alors eux, pour l'instant, ils s'appuient là-dessus. Hein. Ah non, faut pas déconner quand même. Hein. Ils utilisent cette version-là. Et donc, ils en ont mis un peu partout en Europe, vous voyez. C'est partout en Europe, ça pousse partout, hein, de Marseille jusqu'à Amsterdam, même en Pologne, on fait pousser du topinambour. Et donc on a cette carte qui permet de savoir est-ce qu'ils ont bien poussé ou pas. Vous voyez, ils poussent mieux dans le nord qu'en France, parce qu'il fait froid, je sais pas, il y a un truc bizarre là-bas, ils arrivent à mieux faire pousser le topinambour. Et donc ça crée de la concurrence aussi, ça permet de comparer les pays, des benchmarker. Ce qui manque en politique aujourd'hui, on ne compare pas assez les programmes et les performances économiques d'un pays sur l'autre. Et alors l'alimentation est en train de changer aussi. L'alimentation connectée, vous connaissez?
Thermomix, par exemple, hein, ou le Cookéo de Seb, fabriqué à Saint-Étienne, enfin conçu à Saint-Étienne et à Lyon, eh bien, en fait, l'alimentation connectée va bénéficier aussi du topinambour. Je vous ai évoqué la recette du topinambour lyonnaise, mais il y a des recettes pour toutes les régions de France. On va pouvoir les mettre à toutes les sauces et on va voir apparaître aussi du cookware, comme on dit, c'est-à-dire des appareils qui vont être capables de traiter le topinambour. Parce que le topinambour, il a une caractéristique, c'est qu'on peut le manger cru et cuit. On me dirait, c'est comme les carottes. Hein, mais l'avantage, c'est qu'on peut le mettre à toutes les sauces. Donc, grâce à ça, on va pouvoir avoir des systèmes qui vont découper ça automatiquement, le peler automatiquement. Donc, il y avait des objets connectés pour la cuisine qui vont apparaître aussi dans ce domaine-là. Alors, il se crée en ce moment, en fait, tout un écosystème autour du topinambour. Vous avez un écosystème extrêmement dense, parce que vous avez à la fois des gens qui travaillent sur le cookware connecté, que je viens d'évoquer, vous avez les thérapies géniques, on va utiliser toutes les vitamines pour faire des thérapies géniques, on a tous les processus d'intermédiation, je vais vous en donner un exemple juste après, on peut créer des bioplastiques avec, parce qu'on fait de l'éthanol, on sait faire de méthane, mais on sait aussi faire des bioplastiques, et donc alimenter l'imprimantes 3D. L'usine d'éthanol va alimenter nos futures voitures non électriques, parce que les voitures électriques, c'est bien, mais bon, les batteries ne durent pas assez longtemps, donc ça peut être intéressant d'avoir un mélange, voire des voitures hybrides. Et puis, tous les déchets qui sont générés par la production de ces produits-là peuvent servir à alimenter les animaux. Donc, c'est une économie circulaire qui fonctionne très bien. Et donc, l'alimentation du bétail, elle crée des bestioles, les malheureuses bestioles qu'on abat de manière inhumaine, et puis après, ça réalimente nos cookware connectés. Donc, vous avez une économie circulaire qui fonctionne plutôt bien. Donc, ça, c'est en train de se mettre en place. Et vous avez l'innovation ouverte aussi, hein, comme dans le numérique. Donc, vous avez l'INRA, qui s'intéresse beaucoup à ça. Vous avez l'INSERM, dans les médicaments. Vous avez BPI France, qui finance tout, donc qui finance aussi le topinambour. Vous avez Sanofi. Ah oui, Sanofi, c'est la santé quand même. C'est normal qu'ils soient impliqués dans l'écosystème du topinambour. Alors Sanofi ne sont pas très bons dans les startups, mais grâce au topinambour, ils s'y sont mis et ils s'y intéressent. Total, évidemment. L'après-pétrole, Total doit s'y intéresser. Donc Total s'y intéresse. Et puis, il y en a quelques autres. Le problème, c'est qu'il faut financer tout ça. Ben oui, il faut financer les startups du topinambour. Et donc, naturellement, il y a le Crédit Agricole qui s'y est mis. Ben oui, le Crédit Agricole, notamment avec son village, qui est dans certaines villes de France, qui accompagne les startups, ben ils ont une antenne secrète qui s'occupe du topinambour. Et vous avez aussi The Family, le fameux accélérateur. Alors, The Family, ils s'intéressent à ça, ils ont soutenu des projets dans le topinambour, mais sans en parler, parce qu'ils alimentent, ils aident plus de 100 projets par an, la liste n'est pas publique, donc ça permet d'avoir des projets secrets. Tous ne sont pas publics, on ne sait pas trop qui ils aident. Et donc, dedans, il y a des projets du topinambour, mais donc vraiment conservés dans le secret. Alors, notamment, ils ont essayé de topinambouriser la livraison. Donc, ils ont lancé Topitizy. Ben oui, parce que, vous avez vu, le topinambour, il est plutôt produit dans les régions, dans la campagne. On n'a pas assez de place dans ces balcons pour en faire pousser. Il faut du soleil et tout ça. Bon, donc, c'est important de pouvoir livrer le topinambour à domicile pour l'utiliser, pour la cuisine. Donc, il y a Topitizy qui a été lancé, qui a été aidé par The Family. Alors, le problème, c'est que vous avez entendu parler probablement de Take It Easy, qui était un peu son concurrent pour la livraison de plats tout près. Le problème de Take It Easy, c'est qu'ils ont eu du mal à équilibrer leur compte d'exploitation. C'est une des raisons qui fait qu'ils ont plus ou moins fermé la porte. Et là, ils sont un petit peu dans la même situation, parce que là, le topinambour, c'est un marché qui est plutôt encore en bas de l'exponentielle, donc c'est dur de trouver des clients, donc ils ont du mal. Et donc, en fait, je suis allé dans le futur, et j'ai trouvé cette photo dans le futur, avec mes multiverses, là. Et ça, cette photo, c'est une photo, en fait, de l'équipe de The Family, mais en 2046, qui est en train d'essayer d'équilibrer le compte d'exploitation de Topitizy. Vous reconnaissez Alice Zaguri, pour ceux qui connaissent, Oussama, Nicolas Collin, c'est exactement eux, mais en 2046. Donc, il faut toujours voir loin dans l'écosystème, parce que l'écosystème, il met un certain temps à maturer, et donc l'écosystème, il trouvera un équilibre a priori là. Alors, il faut savoir qu'il faut aussi préparer l'ensemble des jeunes au topinambour, parce que c'est comme c'est une révolution, il faut s'y préparer. C'est comme pour le numérique. Donc, alors vous avez évidemment AgroParisTech, école d'ingénieurs, agricole, ça c'est les mecs traditionnels. Ils produisent quelques centaines d'élèves par an. Ils ont une branche spécialisée topinambour, mais elle n'a que 20 élèves par an. C'est pas beaucoup pour répondre à toute la demande du topinambour. Donc, il faut faire plus. Le gouvernement a lancé une initiative. Ils ont appelé ça la grande école du topinambour. Donc, ils ont un programme de labellisation de toutes les formations au topinambour, alors qu'ils viennent d'associations un peu partout en France. Ils font du bac-2 à du bac+5. C'est une formation gratuite. Alors, en plus, ils ont inventé une expression que j'adore. Les élèves, ce n'est pas des élèves, ce n'est pas des étudiants, c'est des apprenants. Ça, c'est le jargon du ministère de l'Éducation nationale. Et ils prévoient d'avoir 10 000 élèves en 3 ans.
Mais c'est vachement bien, parce que c'est beaucoup mieux que les quelques dizaines d'élèves de la filière topinambour de l'agro, quoi. Donc ça ira plus. Et en plus, c'est subventionné. Donc ça permet de subventionner les associations. C'est quand même pas mal. Donc cette grande école, elle a été lancée par François Hollande en septembre dernier. Autre sujet dans l'éducation. Tout ce que je vous ai raconté, c'est un mélange de vrai et de faux. Et ça, c'est un bout de texte d'un article que j'ai écrit sur le topinambour en juin dernier. Et je me suis amusé à stabiloter le vrai et le faux. Et donc, en fait, le topinambour a cet intérêt qu'il permet d'apprendre aux élèves à faire la distinction entre le vrai et le faux dans ce qu'on trouve sur Internet. Donc, on peut inventer des cours de topinambour basés sur le fact-checking. Et en fait, vous pourriez appliquer ça au numérique aujourd'hui. Vous pourriez appliquer ça à ce qu'on appelle les NBIC, les nanotechnologies, la génomique, le futur. Il y a plein de gens qui racontent des salades sur ces sujets-là, et souvent, on a du mal à faire le tri entre le vrai et le faux. Donc ça, le topinambour, c'est un moyen de s'y exercer, puis après de l'appliquer à d'autres domaines. Je me suis amusé à me poser la question de prendre mon article et de le comparer aux dires des politiques. Parce que les politiques sont très forts aussi pour raconter des salades avec du topinambour mélangé avec des carottes et des patates. Et des fois, on a du mal à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc, j'ai trouvé un benchmark. Alors, pour ne pas gêner les gens en France, j'ai pris un benchmark américain. Et donc, j'ai pris le benchmark des hommes politiques américains. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, le topinambour, dans mes articles, avait un niveau de véracité qui était compris entre ce que racontait Hillary Clinton et Donald Trump. Bah, c'est quand même pas mal. C'est au milieu des hommes politiques. Donc, en racontant vraiment de grosses bêtises. Donc, ça montre que, finalement, en racontant des bêtises, on n'est pas si éloigné que ça des politiques. Et pourtant, Hillary Clinton, qui est pas loin de Barack Obama dans ce graphe, qui date de quelques mois, la mise à jour, je pense, ne changerait pas trop l'ordre des choses. Parce que si vous regardez ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, on a à peu près le même positionnement des deux candidats. Bon, c'est intéressant de se poser la question des politiques. Alors justement, les politiques, on s'y intéressera tout à l'heure. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les KSF. Vous connaissez les KSF? Key Success Factor. C'est toujours plus branché de donner des termes américains quand on fait une conférence. Parce que si on le disait en français, ce serait facteur de succès. C'est chiant, quoi. Donc, KSF, c'est vachement mieux. Et donc, les KSF des startups du topinambour, j'ai trouvé ça dans des bouquins américains. Ils te disent, premier point, tu te prends pour Steve Jobs. Ok, tu te prends pour Steve Jobs, c'est-à-dire le mec qui va changer le monde, qui arrive comme ça, avec un pull noir, et désolé, j'ai pas le col roulé, et qui va raconter qu'avec un seul produit, il va changer la Terre. Deuxième point, mais qui est un peu le corollaire du premier, c'est qu'il faut avoir une ambition au carré, c'est-à-dire être plus ambitieux que les autres. Et puis, il y en a un troisième que j'aime bien, j'appelle ça la factorielle de l'ambition, pour ceux qui ont fait des maths, éventuellement, en terminale, S ou éventuellement en classe prépa, c'est Elon Musk. Parce que Elon Musk, si vous voulez, à côté, Steve Jobs, c'est un petit joueur. Elon Musk, il veut coloniser Mars, il envoie des fusées, il veut faire des panneaux solaires, il construit la plus grande usine du monde de panneaux solaires dans le Nevada, de batteries pour ses voitures. Le mec, il est beaucoup plus ambitieux que Steve Jobs, qui s'intéressait qu'au numérique. Donc Elon Musk, qui est vraiment le top du top de l'ambition. Bon, il a un peu d'argent pour alimenter ses ambitions, mais quand même, c'est pas mal. Et donc, une des ambitions de Elon Musk, vous savez, c'est d'aller coloniser Mars. Mais il a un secret. C'est le topinambour, en fait. Ben oui, parce qu'en fait, comment vous allez rendre Mars vivable? Il faut planter des plantes. Il faut planter, il faut pouvoir s'alimenter, il faut générer de l'oxygène. Il faut savoir que l'intérêt du topinambour, comme de beaucoup de plantes, c'est que quand il grandit, il crée de l'oxygène. Et ça permet de terraformer une planète. Ce sont les plantes qui créent l'oxygène sur la Terre. Et c'est comme ça que c'est venu sur Terre, par des bactéries et par les plantes. Et d'ailleurs, si vous avez regardé le film The Martian, vous l'avez peut-être vu, en fait, ce qu'on voit dans la serre, c'est du topinambour. Mais oui, ce qu'on voit là, c'est des feuilles de topinambour qui ont servi à l'expérience dans le cadre du film. Ils ont montré qu'en fait, on pouvait effectivement planter du topinambour sur Mars. Et j'ai même trouvé d'ailleurs cet article qui dit que oui, alors ouais, Musk, il veut conquérir Mars. En fait, c'est un peu foiré son truc parce que les radiations qui pourraient affecter les astronautes pendant l'année qu'il faut pour aller sur Mars, et les radiations qu'ils vont recevoir sur Mars vont détruire leur ADN. Donc c'est un vrai problème, ça. Il est connu. Musk, il a dit, ouais, on va trouver une solution. On va se démerder. Mais on n'a pas encore vraiment trouvé la solution. Mais en fait, il y a des gens qui ont trouvé la solution. Ils se sont appuyés sur le tardigrade, qui est une toute petite bête, qui fait 1 mm de long. Et donc, j'ai trouvé dans Nature un article qui dit que tardigrade protéine, donc une protéine du tardigrade, permet à l'ADN du Jerusalem artichoke, qui est donc le nom américain du topinambour, de supporter les radiations. Donc ça veut dire qu'on va déjà pouvoir protéger la culture des topinambours sur Mars.
Et après, on va pouvoir appliquer cette protéine dans l'ADN humain. Mais ça, on le fera après. On va d'abord tester sur le topinambour, puis après, on va le tester sur l'ADN humain. Et grâce à ça, on va pouvoir supporter les radiations et aller sur Mars, et donc supporter le fait que la Terre va s'autodétruire d'ici 10 000 ans avec toutes les conneries qu'on fait dessus. Maintenant, l'écosystème, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de rappeler que vous connaissez la French Tech. Lyon est labellisé, je crois. Ouais, depuis le début. Vous connaissez la French Fab? C'est une variante de la French Tech qui s'applique à l'industrie. Puis il y a la French Touch, qui est une variante qui s'applique à toutes les technologies, soit liées à l'alimentaire, soit liées au luxe. C'est le côté produit de luxe français. C'est une marque que la France essaie d'établir. Alors, il se trouve que la French Fab est poussée par Bercy, la French Touch est poussée plutôt par le Quai d'Orsay. Là, ça, c'est la concurrence entre les ministères. Et puis, il va y avoir la French Top. Bah oui. La French Topinambour, parce que c'est vraiment une filière. Puis on est concurrencé, vous avez vu, il y a les Japonais, les Américains, les Russes. On n'est pas tout seul. Il n'y a pas que la France qui investit dans le topinambour. Tous les pays du monde s'intéressent au sujet. Donc il faut absolument qu'on soit les meilleurs dans ce domaine-là, sinon on va se faire larguer, comme pour le cas du numérique. Mais le vrai truc qui va changer la donne, c'est le French Kiss. Vous connaissez le French Kiss? Dans l'idéologie populaire, dans le cinéma américain, le French Kiss, le baiser français. En fait, le French Kiss, dans l'entrepreneuriat, ça veut dire « keep it simple and stupid ». En fait, c'est une technologie qui permet de simplifier les processus administratifs pour les créateurs d'entreprises et qui permet de supprimer tous les cauchemars qu'ils vivent, alors le RSI, des machins comme ça. Et le jour où on aura un vrai French Kiss en France, qui s'appliquera au monde des entreprises, notre vie va changer significativement et on pourra aller de l'avant. Alors, les élections présidentielles 2017. Alors, j'ai envoyé un questionnaire qui va apparaître. J'ai envoyé un questionnaire à tous les candidats. Je leur ai demandé ce qu'ils allaient faire avec le topinambour. Et en fait, ils n'ont pas répondu, parce que le topinambour, ils s'en foutent complètement. Déjà, ils ont 40 questionnaires qu'ils reçoivent de tous les syndicats de la Terre, et donc j'ai imaginé leurs réponses. Donc là, c'est complètement imaginaire. Vous comprenez, hein, ne croyez pas que ce que je vais raconter est vrai. Et donc, on ne sait jamais. Bon, donc on va prendre les réponses des grands candidats. Je n'ai pas tout pris, mais j'en ai pris quelques-uns. Alors, il y a Mélenchon. Alors, ça, c'est des photos que j'ai prises moi-même. Quand je fais la photo, je capte ce que je peux. Ça, c'est au défilé du 1er mai en 2013. Alors Mélenchon, il n'est jamais content. Vous avez vu, hein, c'est grognon. Et alors lui, il dit, il dénonce évidemment le fait que François Hollande ne s'est pas occupé du topinambour. Et donc, il a refusé de s'y intéresser sérieusement. Et alors, donc, il propose de faire des choses. Mais il ne dit pas quoi. Mais il n'est pas content de ce qui s'est passé. Il y a ensuite Arnaud Topinambour. Alors... Alors lui, son petit air malin, là, il est comme ça. Et en fait, il dit, oui, mais c'est un déçu de la politique du topinambour, de François Hollande. Et il le battra à la primaire grâce à ça. Parce que lui, il a un plan du topinambour. Alors François Hollande, là, il est à l'inauguration de la Alfrécinet, enfin de la première pierre qui a été posée il y a 2 ou 3 ans. Et il est avec les ouvriers qui font le désamiantage. Il a une cravate en topinambour. Et donc lui, il dit, mais non, mais moi j'ai inventé le crédit impôt topinambour, et qui a permis à la politique du gouvernement de faire beaucoup mieux que Sarkozy et Fillon, qui n'avaient rien foutu sur le topinambour, ce qui est complètement vrai. Donc, alors Sarkozy, lui, il récupère tout. Donc, il s'est pointé dans un séminaire, vous voyez, en février 2016, il était presque précurseur, séminaire de l'agriculture et de la ruralité. Alors lui, c'est pas compliqué, il veut fermer les frontières pour qu'il n'y ait pas du topinambour d'importation, et il veut renégocier Schengen pour éviter les problèmes de contrebande de topinambour. Et surtout les gens qui les transportent, parce que les gens qui les transportent, ils peuvent venir de Syrie, on ne sait jamais, donc on va s'en prémunir. Je ne sais pas si j'en ai mis d'autres. Ah oui, j'ai Alain Juppé. Alain Juppé, donc, qui est un des favoris à la primaire des RL. Alors Alain Juppé, lui, c'est pas compliqué, à Bordeaux, il y a déjà tout. Donc lui, il a dit, Bordeaux, c'est déjà la première ville de France de production du topinambour, parce qu'ils ont trouvé une astuce, en fait, à Bordeaux, qui n'est pas connue, c'est vraiment pas connu, je veux dire, c'est vraiment une révélation, c'est qu'en fait, ils ont planté des plants de topinambour dans les vignes, mais en quinconce avec les vignes, et comme c'est un légume d'hiver, en fait, ça pousse en hiver, donc ils récoltent à la fin de l'hiver, et puis à l'été, c'est les vignes qui se mettent à faire du raisin, et donc ils font 2 récoltes par an au lieu d'une seule. Et ça permet d'équilibrer, parce que des fois, ils ont des intempéries qui font qu'il n'y a plus de vin, plus de raisin une année, et donc grâce à ça, ils ont fait une double culture au lieu de faire de la monoculture. Et c'est important dans l'agriculture d'être pas monoculture, parce qu'on fragilise les terres, donc en variant les plaisirs dans ce qu'on plante, ça, il l'a appliqué, il veut le généraliser. Il y a Jean-Michel Billot, vous le connaissez, hein, Jean-Michel Billot, il est candidat à la primaire.org. Alors lui, il veut supprimer l'ENA. Pourquoi? Parce que l'ENA empêche les gens de se mettre au topinambour. Bon. Il a raison, dans une certaine mesure, hein, parce que l'ENA n'enseigne pas le topinambour, hein, pas encore, et ce serait bon qu'ils s'y mettent. Alors, vous allez dire, je déconne avec tout ça. Mais en fait, si vous regardez le numérique, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a le Syntec qui dit que nous voulons peser sur la campagne présidentielle.
Donc ils voudraient qu'on parle de big data au débat entre le deuxième tour et le premier tour. Vous avez France Digital qui envisage de présenter son propre candidat sur le numérique. Pourquoi pas? Bon. Vous avez un conglomérat de syndicats qui veut aussi créer son candidat numérique indépendant des partis, avec plein de syndicats vachement connus comme l'AFRC, l'EFEL, la FNTC, je ne sais pas si vous connaissez la FNTC, le Sinov IT, c'est un syndicat vachement connu, et donc ils veulent créer un candidat pour la présidentielle. Comme quoi, bon. Alors je vais conclure avec ce petit truc qui est... en fait, on vient d'inventer le prix Nobel du topinambour. Vous ne saviez pas? Attendez. Bob Dylan. Hey, Mr. Topinambourin Man. Vous connaissez la chanson? Elle date de 64. Peut-être le mec, il a mis 52 ans à avoir le prix Nobel du topinambour, quand même. C'est vachement fort, quand même. Hein. Mais c'est normal. Hein. Les chercheurs, il faut entre 30 ans et 50 ans pour obtenir le prix Nobel. Alors, vous faites un truc, vous inventez, je sais pas, la théorie de la relativité, un machin comme ça, un truc con, et vous attendez, en général, entre 10, 20, 30, voire 50 ans pour obtenir le prix Nobel. Donc, pareil pour le topinambour, ça n'a pas échappé. Donc, pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi je vous ai baratiné sur ces sujets? En fait, je vous ai baratiné parce que je suis agacé tous les jours de constater que dans la prose qui circule sur le numérique et sur les nouvelles technologies, on mélange du n'importe quoi et du sérieux, et c'est de plus en plus difficile de faire le tri. C'est une des raisons qui fait que personnellement, je me suis beaucoup intéressé à la biologie moléculaire et à la génomique pour faire le tri. Quand on parle de 23andMe, de ce que Google fait dans la santé, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font vraiment? Et je me suis plongé dans les sciences, et c'est là où je me suis rendu compte qu'on nous baratinait. C'est-à-dire que des gens racontaient n'importe quoi. Et donc je me suis dit, tiens, je vais utiliser une métaphore pour montrer qu'on raconte n'importe quoi. Un autre point aussi, c'est de considérer qu'on est dans cette espèce de phénomène qu'on appelle le solutionnisme technologique, qui est un phénomène qui est alimenté un peu par les mêmes thèses, qui consiste à considérer que tous les problèmes de l'humanité ont des solutions techniques. Alors que beaucoup de problèmes sont des problèmes sociaux, humains. Notre vie, le sel de notre vie, c'est la relation avec les uns avec les autres. Et la technologie, souvent, quand elle s'interpose entre la relation entre les uns et les autres, elle a tendance plutôt à réduire la relation, plutôt qu'à l'augmenter. Et donc, c'est ce qu'on voit avec les casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Donc, à un moment donné, il faut prendre une certaine distance, pas trop, parce qu'il faut être moderne et il faut aller dans le sens de l'innovation, mais il faut prendre du recul par rapport à ces technologies-là. Et en plein, je voudrais vous communiquer par ces métaphores une foi personnelle que j'ai dans les sciences, une foi que j'ai dans le lien entre les sciences du vivant, de l'énergie, des transports, du numérique, pour faire en sorte que notre monde soit meilleur grâce à des startups, notamment des startups scientifiques, il y en a à Lyon, notamment dans le domaine de la santé, qui vont nous aider à faire un monde meilleur, mais un monde avec un peu d'éthique, et un monde où on tient compte de l'ensemble de l'écosystème, de l'ensemble des gens, où on a une vision d'ensemble de ce qui se passe sur Terre. C'était la raison d'être de cette petite plaisanterie, et vous avez été donc des dindons de la farce, même si je ne vous ai pas trop cuisiné, quoique on pourrait faire des questions-réponses, et j'ai mon seau d'eau qui est prêt là, au cas où. Mais et sur ce, je vais vous remercier. Vous avez des questions, en fait? Alors, je ne sais pas si on a une minute ou deux. Est-ce qu'on peut prendre une ou deux questions? Est-ce qu'il y a des experts en topinambour dans la salle? Est-ce que vous avez des questions? C'est là où on voit les gens qui savent improviser, parce que d'habitude, il y a toujours un mec qui la ramène et dit « Oui, mais alors, moi, je suis en train de développer un produit dans un domaine X, Y, Z. » En fait, il utilise la question pour présenter son produit, et à la fin, il n'y a pas de question. Ça, c'est le sketch qu'on a dans toutes les conférences. Et là, je vous ai pris un peu à froid. Il n'y a pas de question sur le topinambour. Bon, il n'y en a aucune. Laura, tu n'as pas une question sur le topinambour? Hein? Fred? Non. Ah, si, Fred, il a une... Hein? Alors la question de Fred, c'est quid du financement des startups du topinambour? Il a raison, hein, c'est un vrai problème. Alors j'ai donné quelques pistes tout à l'heure, tu as vu que le Crédit Agricole s'est intéressé. Alors c'est vrai qu'un petit peu comme pour les objets connectés, les startups du topinambour, elles ont des difficultés. Elles vont voir des investisseurs. Alors déjà les objets connectés, les investisseurs, ils n'y vont pas facilement. Ils y vont que quand on a déjà réussi. Donc il y a des fonds d'investissement qui ont financé WeThings, Netatmo, mais pas forcément au premier tour. Donc là, le topinambour, c'est plus dur. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir d'abord du love money, on va avoir des gens qui sont passionnés par le monde agricole, qui vont se mettre à financer les startups du topinambour, et c'est seulement dans un deuxième temps qu'on va voir le capitalisme traditionnel, les business angels, les capitaux risqueurs s'intéresser au sujet. Mais bon, l'histoire n'est pas encore écrite, donc il faut attendre un petit peu quand même. C'est l'exponentiel, on est en bas encore, il faut être prudent.
Il faut éviter de raconter des bêtises quand même. Si, monsieur là-bas. T'es pas un peu belge, toi? Le mec, il me dit le chou de Bruxelles. T'as pas vu mon tableau tout à l'heure? Moi, j'ai fait... Non, le tableau du cadran magique. On pourrait le reprojeter, s'il vous plaît, pour améliorer la réponse à la question, parce que le tableau magique, le cadran magique du Gartner montre bien que le chou de Bruxelles a un énorme inconvénient, c'est qu'il ne stocke pas d'énergie. Mais oui, le chou de Bruxelles, c'est que du verre. Et il n'y a pas d'énergie dedans, c'est que de la flotte et des fibres. Alors les fibres, c'est bien, ça permet d'alimenter le transit intestinal, c'est parfait pour ça, pour les régimes amaigrissants. Mais ça ne produit pas d'énergie, donc ça n'a pas les mêmes avantages que le topinambour. T'es OK? Non, c'est juste histoire de dire qu'on peut répondre à tout, quoi. Il y en a d'autres là qui veulent tester un autre légume, là? Moi, je reste sur le topinambour. Tu restes sur ta faim, peut-être, c'est ça, non? C'est ça, voilà. Non, je me demandais, en fait, avec l'analyse des données du topinambour connecté, j'imagine, avec toutes les données qui vont être générées, il va falloir en fait des data centers, il va y avoir beaucoup d'énergie qui va être dépensée. Est-ce que ça risque pas de dépenser plus d'énergie que le topinambour peut en produire? C'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question. Alors, et la question est d'autant plus valable que j'ai oublié de vous préciser que le nano-topinambour là, qui est là, en plus, il intègre une blockchain. Alors, vous imaginez le CPU pour les blockchains. Donc, en fait, il va falloir inventer des processeurs spécialisés qui sont capables de traiter le processus des blockchains, qui vont, grâce à ça, diminuer par un facteur 1000 la consommation d'énergie et permettre d'avoir des data centers qui seront beaucoup plus économes. Donc je pense que la loi de Moore qui s'applique aux transistors, notamment par les ordinateurs quantiques et par les ordinateurs optiques, va permettre de dépasser les frontières qu'on n'arrive pas à dépasser aujourd'hui avec les technologies CMOS dans les processeurs classiques basés sur du silicium. Et grâce à ça, on pourra aller beaucoup plus loin et diminuer la consommation des data centers pour le topinambour. C'est possible. Bon allez, on va laisser la salle parce qu'il y a un mec sérieux qui doit passer derrière. Je ne sais pas qui c'est, mais on va lui laisser quand même le temps. En plus, il faut déménager tout le bordel que j'ai mis sur la scène. Donc je vous remercie beaucoup pour avoir été patient. Voilà.